Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast du blog Herba Simple. Je suis Mélanie Ricard-Quirion et dans cet épisode, je vous parle des glucosinolates que l'on trouve dans les choux pour la santé du foie. Les glucosinolates sont des composés présents principalement dans les légumes de la famille des choux, les brassicacées. Parmi ceux-ci, on compte tous les types de choux, les choux verts, les choux rouges, le chou-fleur, les choux de Bruxelles, les bok choy, le brocoli, mais aussi les radis, le navet, le cresson, le réfort et les moutardes. La saveur légèrement piquante pour certains des légumes ou très intense pour d'autres témoigne de la présence des glucosinolates, des composés soufrés. Ce sont de véritables alliés pour notre santé en général et plus spécifiquement pour le foie. Dans cet article, je vous propose de faire un petit tour d'horizon sur les bienfaits des glucosinolates pour la santé du foie, tout en identifiant les meilleures sources alimentaires pour en profiter pleinement. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un glucosinolate? Les glucosinolates sont synthétisés par la plante à partir d'acides aminés contenant un atome de soufre, comme la cystéine et la méthionine. Un glucosinolate est un acide aminé soufré avec une molécule de glucose et un autre bout de molécule. Voici 3 exemples de glucosinolates parmi les plus étudiés pour leurs bienfaits sur notre santé. Le premier exemple est la molécule de glucobrassicine, qui est omniprésente chez les brassicacées. On la retrouve dans tous les légumes que j'ai nommés ci haut. Elle produit de l'indole 3-carbinol ou I3C. L'indole 3-carbinol est produit quand la glucobrassicine se décompose en petits morceaux, soit pendant la préparation de l'aliment, ou soit pendant la digestion dans l'estomac, ou soit dans la digestion intestinale. Il y a plusieurs scénarios possibles. Comme deuxième molécule d'intérêt, il y a la glucoraphanine, qui est particulièrement présente dans le brocoli et le chou kale. Celle-ci libère du sulforaphane. Et comme troisième molécule la plus étudiée, il y a la synigrine, présente dans la moutarde, le réfort et le wasabi. Elle a un goût très différent des deux premières. Celle-ci se décompose en isothiocyanate d'allyle, une huile volatile très piquante. Donc celle-ci, la synigrinine, est vraiment très épicée. Les glucosinolates se trouvent dans les vésicules microscopiques à l'intérieur des tissus de la plante. La plante fraîchement cueillie ne semble pas avoir d'odeur. Mais lorsque la plante est coupée, hachée, mâchée ou broyée, les glucosinolates entrent en contact avec l'enzyme myrosinase, qui se trouve également dans les tissus de la plante. Cette interaction déclenche la décomposition des glucosinolates en une série d'autres molécules soufrées. J'avoue, parfois l'odeur peut être quelque peu désagréable. La salade de choux, ça ne sent pas toujours bon, mais une chose est sûre, le goût des radis et des moutardes monte au nez. Cela montre à quel point les molécules produites par le broyage sont volatiles. Et si vous trouvez ces derniers trop piquants, il suffit de vous boucher le nez pour que toute sensation se dissipe. Avez-vous déjà essayé ça? Croquer un radis, se boucher le nez et voir qu'est-ce que ça goûte? Vous allez peut-être être surpris si vous ne l'avez pas déjà testé. Maintenant, les sources alimentaires de glucosinolates. J'ai récolté quelques informations sur le contenu en glucosinolates des aliments que j'ai consignés dans le tableau en dessous. Cependant, j'ai vu d'énormes variations dans les teneurs en glucosinolates parmi les sources que j'ai consultées. Par exemple, la teneur du brocoli peut varier entre 19 et 127 mg par 100 g. C'est énorme la variabilité. Et le taux moyen se trouve autour de 62 mg. C'est ce que j'ai écrit dans le tableau. Donc, ne prenez pas les teneurs en glucosinolates qui sont dans le tableau à la lettre. Prenez-les plutôt comme un outil de comparaison. Les divergences peuvent être attribuées à plusieurs facteurs, notamment la teneur en soufre dans le sol et la longueur d'onde de la lumière reçue par la plante. Donc, une plante qui aurait poussé en plein soleil n'aurait pas la même teneur en glucosinolates qu'une plante qui aurait poussé à l'ombre. En effet, dans les études, celle qui a poussé à l'ombre en contient moins que celle qui était en plein soleil. Les choux de Bruxelles, la moutarde et le réfort sont les sources les plus concentrées en glucosinolates. Il est intéressant de noter que le taux de glucosinolates est optimal lorsque le légume est cru, parce que la congélation et la cuisson entraînent une perte significative de ces composés bénéfiques. Il n'y a pas des valeurs pour tous les types de légumes qui sont congelés ou cuits dans le tableau parce que les études n'ont pas été effectuées sur le chou kale qui était congelé
ni le bok choy qui était cuit. Donc, c'est juste des résultats partiels que j'ai pu trouver sur le web. Pour ceux qui éprouvent des ballonnements après avoir consommé des choux crus ou certaines qui ont de la difficulté à les digérer, il est à noter que c'est la cuisson à la vapeur qui permet de mieux conserver le taux de glucosinolate. Cependant, si vous choisissez de bouillir les légumes dans l'eau, vous pourriez limiter la perte de ces précieux nutriments en récupérant l'eau de cuisson. Les glucosinolates sont très, très solubles dans l'eau. On pourrait donc manger les brassicacées en soupe ou en potage. Ce serait la meilleure stratégie. Mais il y a une autre possibilité qui s'offre à nous. La germination des brassicacées augmente leur taux en glucosinolate, ce qui les rend encore plus bénéfiques pour la santé. Par exemple, il a été démontré que les pousses de brocoli contiennent 10 à 100 fois plus de glucosinolate que le légume entier pour le même poids. Bien que je n'ai pas des données pour tous les types de germination que j'ai mises dans le tableau, il est très plausible de penser que le taux de glucosinolate soit particulièrement élevé pour tous les types de légumes de la famille des brassicacées et particulièrement pour les pousses de moutarde. En fait, ce serait une des meilleures sources de glucosinolate qu'on pourrait avoir comme légumes crus. Alors, pour l'harmonie du foie, on pourrait choisir de consommer des germinations de moutarde, de radis, de brocoli ou de choux quotidiennement. D'autant plus que les germinations sont aussi une source d'acides aminés, de vitamines, de minéraux et d'enzymes digestifs. Toutes des éléments essentiels pour une détoxification efficace. Une autre option encore est la lactofermentation. C'est une technique de conservation traditionnelle pour les choux. C'est ainsi que l'on prépare la choucroute. Et pour faire cela, on mélange le chou avec une saumure dans un milieu fermé, en absence d'oxygène. Les bactéries naturellement présentes sur le légume se nourrissent des glucides dans les aliments, les transformant en acide lactique. L'augmentation de l'acidité de la saumure neutralise la putréfaction, elle les empêche de moisir, jusqu'à ce que le milieu devienne suffisamment acide pour inhiber les bactéries lactiques elles-mêmes, assurant ainsi une longue conservation du produit fermenté. Il est évident que les bactéries vont donc décomposer les glucosinolates parce que ceux-ci contiennent une molécule de glucose. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une perte totale des bienfaits, bien au contraire. Les composés soufrés comme l'indole carbinol, le sulforaphane et l'isothiocyanate d'allyle sont ainsi libérés. De plus, le mélange sera enrichi de plusieurs souches de bactéries lactiques, des probiotiques qui sont très bénéfiques pour notre santé intestinale. Ça donne une meilleure digestion, une meilleure immunité. Ils sont aussi anti-inflammatoires, donc ils ont plusieurs bénéfices pour la santé et la santé digestive. On a donc avantage à introduire de la choucroute le plus régulièrement possible dans notre alimentation pour favoriser une bonne détoxification des phases 1 et 2 du foie. Alors, quels sont les bienfaits des glucosinolates sur le foie? De nombreuses études sur les humains et les animaux attestent des bienfaits sur notre santé. Ces composés actifs suscitent un vif intérêt autant du côté de la communauté médicale que des producteurs de produits naturels. Leurs bienfaits incluent une meilleure santé intestinale, la prévention de nombreux types de cancers, en particulier sur les cancers hormonaux dépendants, comme le cancer du sein et de la prostate, le renforcement du système immunitaire et même des effets sur la santé mentale. Je pourrais écrire de nombreux articles sur le sujet, alors j'y reviendrai en temps et lieu. L'indole 3-carbinol en particulier se lie à une protéine spécifique qui active notre réponse contre les substances étrangères, les xénobiotiques. Ce composé stimule l'activité de certaines enzymes de la phase 1 de détoxification du foie. De plus, il agit au moins sur 2 voies pour éliminer les toxines de la phase 2, y compris celle du glutathion. La consommation d'indole 3-carbinol a une action positive sur l'équilibre hormonal féminin et masculin, le syndrome prémenstruel et la prévention des cancers. Ce sont les 3 actions principales qui ressortent parmi toutes les études effectuées sur les animaux et sur les humains. Ensuite, pour le sulforaphane, il stimule la phase 2 de détoxification du foie en activant certaines enzymes. Il peut aussi augmenter l'expression de gènes impliqués dans la production de glutathion. En résumé, le sulforaphane peut aider le foie à mieux se protéger contre le stress oxydatif
en améliorant le fonctionnement des enzymes hépatiques. Cela a pour conséquence de réduire l'inflammation dans tout le corps et de favoriser la récupération après un effort physique. On en retrouve donc souvent dans les suppléments pour l'entraînement, après l'entraînement des sportifs. La consommation de sulforafane a une action positive sur le gain de poids corporel, la résistance à l'insuline, le taux de triglycérides et de cholestérol sanguin et le dépôt de lipides dans le foie. Ce sont les principales actions qui ressortent des études effectuées chez les humains et chez les animaux. Et finalement, pour l'isothiocyanate d'allyle, ils induisent l'activité des enzymes de la phase 2 pour la détoxification du foie, notamment celle du glutathion. La consommation d'isothiocyanate d'allyle a une action positive sur les infections fongiques et bactériennes, le taux de triglycérides et de cholestérol sanguin et les douleurs articulaires. Il y a plusieurs autres actions qui auraient pu être nommées, mais ce sont les 3 principales qui sont ressorties des études scientifiques. Maintenant, les quantités à consommer. Les recommandations alimentaires américaines recommandent de manger au moins 625 ml ou 2 tasses et demie de légumes par jour avec des couleurs variées, soit le vert, le rouge, l'orange, le jaune. On recommande vraiment de manger les couleurs arc-en-ciel. Bien qu'aucune recommandation spécifique a été établie pour les légumes de la famille des brassicacées, il est recommandé aux adultes de consommer chaque semaine entre 375 et 625 ml de légumes verts foncés, incluant des brassicacées. Donc, ça fait entre 1 tasse et demie et 2 tasses et demie de légumes verts foncés par semaine. Il existe plusieurs produits naturels contenant de l'indole-carbinol, du sulforafane, certifiés pour leur contenu en milligrammes. Cependant, il est important de noter que certains produits utilisent des sources synthétiques de ces molécules plutôt que des sources naturelles. Donc, il faut bien s'assurer du produit que l'on se procure en magasin. Ils ne sont pas toujours de sources naturelles, même si c'est vendu dans les boutiques de produits naturels. De plus, certaines recherches suggèrent que les glucosinolates sont beaucoup mieux absorbés et ont une meilleure biodisponibilité lorsqu'ils sont consommés sous forme d'aliments plutôt que sous forme de suppléments. Les légumes brassicacés sont riches en vitamines, en minéraux, en fibres et divers composés phytochimiques autres que les glucosinolates. Donc, un légume, c'est pas tout à fait comme un supplément. Mais peut-être avez-vous entendu qu'il ne fallait pas manger des choux si on avait un problème avec la thyroïde. En effet, une consommation très élevée de légumes brassicacés, le chou et le navet, peut provoquer une hypothyroïdie chez certains animaux. 2 composés seraient en cause, la proguatrine et l'éthiocyanate. La proguatrine peut interférer avec la synthèse des hormones thyroïdiennes. Et les thiocyanate entrent en compétition avec l'iode pour l'absorption par la glande thyroïde. Il faut savoir que le tabagisme est une source importante de thiocyanate, beaucoup plus importante que les légumes brassicacés, et que le tabagisme ne cause pas d'hypothyroïdie, à moins d'avoir une carence en iode. Maintenant, les thiocyanates et les isothiocyanate. Les noms sont peut-être similaires, mais les molécules sont tout à fait différentes. Les thiocyanates ont un regroupement de soufre avec un carbone et un triple lien avec l'azote, tandis que les isothiocyanate ont un groupement d'azote avec un lien double avec le carbone et un lien double avec le soufre. L'ordre des atomes n'est pas le même et cela fait une très grande importance au niveau d'une molécule. Comme les brassicacées présentent également plusieurs bénéfices pour la santé, il peut s'avérer dommage pour une personne souffrant d'hypothyroïdie de se priver des brassicacées. Des études ont donc mesuré les consommations de brassicacées pour évaluer les risques potentiels d'hypothyroïdie chez l'humain, et voici ce qui en ressort. La consommation des portions normales de brocoli, chou chinois, bok choy, brocoli rave en crudité ne cause aucun problème car leur contenu en proguatrine et thiocyanate s'est avéré beaucoup plus bas que les quantités requises pour interférer avec la thyroïde. Pour les aliments qui en contiennent le plus
tels que le chou kale et les germinations de brocoli cru, la consommation doit s'élever à plus de 1 kg par jour sur plusieurs mois, combinée à une consommation réduite en iode afin de poser un risque d'interférence pour le bon fonctionnement de la thyroïde. Et enfin, une autre étude a observé que la consommation de 144 grammes ou environ 2/3 de tasse par jour de choux de Bruxelles, cuit pendant 4 semaines d'affilée, n'avait pas d'effet sur le fonctionnement de la thyroïde. Ne vous inquiétez pas trop avec votre consommation de brassicacées. Il serait très peu probable que vous n'en consommiez suffisamment pour interférer avec la thyroïde, si vous avez des problèmes de thyroïde. Alors, dites-moi, quels sont vos légumes brassicacés préférés? Aimez-vous la germination de brocoli croquante dans une salade fraîche ou préférez-vous le chou-fleur rôti au four? Écrivez-moi vos préférences dans les commentaires en dessous de mon article. Je suis très curieuse de vous lire.